Mosaïque. Mosaïque. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chers auditeurs des émissions de la radio-télévision Isanganiro. Bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, notre débat porte sur le fonctionnement de la justice burundaise. Nous allons embrayer sur le discours du chef de l'État parlant d'une mauvaise organisation de cette justice, tout en ajoutant que cette dernière est gangrénée par la corruption et les pots de vin. C'était le 24 août de cette année, au cours d'une réunion avec tous les magistrats burundais. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a indiqué au cours de cette réunion que la présidence reçoit plus de 1000 plaintes au quotidien, dont la plupart sont fondées. Le numéro 1 s'est également indigné que les investisseurs étrangers n'amènent pas leurs capitaux au Burundi du fait qu'ils sont accusés à tort par ces magistrats. Pire encore, le bureau de l'ombudsman burundais montre que 80% de la population n'ont pas confiance en la justice burundaise. Alors, qu'est-ce qui empêche aux magistrats burundais dotés des instruments suffisants de faciliter la tâche aux justiciables qui se confient à eux? Si l'appareil judiciaire tourne mal, quelles sont les conséquences sur le pays? Qu'est-ce qui devrait caractériser un magistrat? Qu'est-ce qui devrait être fait pour que la justice burundaise retrouve sa confiance au sein de la population? Notre débat porte sur ces questions. Nous avons 3 invités autour de cette table, à savoir Marius Rusumo. Vous êtes conseiller principal à la CNDH, secrétaire général à la CNDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Nous sommes également avec Maître Segatois. Vous êtes avocat, vous suivez de près le fonctionnement de la justice. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes également avec Faustin Dikoumana. Vous êtes directeur national de PARSEM, Parole et l'Action pour le réveil de conscience et évolution de mentalité. Bonjour à vous aussi et bienvenue dans Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Entrons directement dans le vif du sujet avec la première question que j'adresse à Maître Fabien Segatois. Comment est-ce que vous interprétez le discours du chef de l'État? Merci beaucoup pour la question. En ce qui me concerne, j'estime que l'intervention du chef de l'État était venue bien à propos parce que beaucoup de gens, beaucoup de justiciables se plaignaient déjà depuis longtemps du mauvais fonctionnement de la justice, soit que les jugements sont mal rendus pour des raisons diverses, dont bien entendu la première qui est pointée, c'est la corruption, mais aussi sur l'intervention, souvent on dit des hautes personnalités, mais aucune personnalité n'est pointée du doigt, ça veut dire des gens qui agissent dans l'ombre, je dirais plutôt cela, mais aussi évidemment par la société, parce que j'ai assisté dans le temps où, en fait, les juges avaient plutôt des apesanteurs de la société plutôt qu'autre chose. Mais toujours est-il que la qualité des jugements qui sont rendus aujourd'hui sont à déplorer. Et cela est dû à quoi? Peut-être aussi à l'incompétence, c'est fort possible. Parce qu'il faut quand même dire que la façon dont on sort les étudiants de l'université en droit, et je peux le dire avec une certaine certitude parce que j'ai des stagiaires que j'encadre et qui viennent des universités, et j'ai pu également être professeur d'un cours de droit. Le temps qu'on consacre à la formation de nos futurs magistrats ne suffit pas. Parce qu'il y a des cours qu'on donne pendant une semaine de droit. Un cours de 90 heures, on le donne pendant une semaine.
Donc les étudiants n'ont pas le temps d'assimiler les cours, n'ont pas le temps de pouvoir se rendre sur terrain ou de faire des stages suffisants. Il n'y a pas de formation en cours d'emploi. Mais tout cela, bien entendu, serait excusable parce qu'un juge peut se tromper, c'est un homme. Ce qui n'est pas excusable chez le juge, c'est la mauvaise foi. Or, il y a des jugements, effectivement, aujourd'hui, qui sont rendus manifestement par des juges. Et lorsqu'on lit ces jugements, on voit qu'ils transpirent effectivement une certaine mauvaise foi. Et cette mauvaise foi, c'est ça qu'on décrit. Parce que finalement, comment est-ce qu'on pourrait arriver à redresser la situation? Je pense qu'il faudrait une très grande moralisation des juges. On va y arriver dans les dernières minutes de ce débat. C'est la même question avec Faustin Dikoumana, directeur national de Parsem. Comment est-ce que vous interprétez le discours du chef de l'État? Est-ce que la situation, le fonctionnement de la justice burundaise est déplorable comme le chef de l'État l'a dit? Le discours, au niveau du Parsem, le discours nous a enchantés et sur un double aspect. Et d'abord, le discours du chef de l'État, et c'était exactement le même discours de ce que nous avons dénoncé depuis longtemps, depuis un certain temps, au niveau de la société civile. Nous avons crié haut et fort que la justice, le fonctionnement de la justice burundaise était lacunaire, l'instrumentalisation de la justice était une réalité, qu'il fallait des réformes profondes pour la rendre indépendante, pour la rendre performante, à tous les niveaux, sur tous les aspects. Maintenant que ça a été prononcé par la plus haute autorité, nous nous sommes dit, maintenant, les choses commencent à changer. Parce que dans le temps, de tels discours, vous pouvez même vous faire des sacrifices si vous continuez à les émettre haut et fort. Deuxièmement, je me suis dit, dans le temps, ce que nous avons toujours vu, ici au Burundi comme ailleurs, normalement, le pouvoir exécutif, il est toujours difficile de s'affranchir, il a toujours voulu s'affranchir de l'autorité du pouvoir judiciaire. Donc, je me suis dit, est-ce que, comme c'est le président de la République en personne qui prononce ce discours, c'est l'heure où le pouvoir exécutif juge qu'il est grand temps de reconnaître le pouvoir judiciaire comme un pouvoir qui doit être indépendant, qu'il faut soutenir pour qu'il puisse s'acquitter de sa mission de façon correcte à la satisfaction de la population. C'est à ce niveau où moi, je me suis dit que le discours était un discours très intéressant, un discours qui pouvait donner une nuée d'espoir quant au tonus qui devait maintenant caractériser le fonctionnement du secteur de la justice. Merci beaucoup pour votre intervention. La même question à Marius Roussoumou, secrétaire général à la CNDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Vous suivez de près le fonctionnement de la justice burundaise. Comment est-ce que vous jugez cette critique du chef de l'État à l'endroit des magistrats? Merci beaucoup de la question. Au niveau de la CNDH, comme vous le savez, en tant qu'institution en charge de questions des droits de l'homme dans le pays, nous, ce qui nous tient au cœur d'abord, j'aimerais préciser ça, c'est le respect du droit à la justice. Donc, droit à la justice, justice équitable, c'est ça ce qui nous intéresse. Alors, lorsque, comme vous le savez, le chef de l'État prononce un tel discours et avoir ce que nous avons déjà constaté durant les 11 années d'existence de la CNIDH et les rapports que nous avons déjà produits, transmis à l'Assemblée nationale et à son Excellence le Président de la République, vous comprendrez automatiquement que c'est un discours qui satisfait aussi la CNIDH. Parce que nous avons déjà produit ou émis des critiques sur le non-respect du droit
à un procès équitable, du droit à la justice, à l'accès à la justice. Donc, lorsque nous disons, parce que nous avons déjà exprimé par écrit d'ailleurs, et même oralement à travers les déclarations du président de la CNIDH, qu'il y a non-respect du droit à une justice équitable, ça veut dire un non-accès à un juge indépendant et impartial, non-respect du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, et il y a non-exécution, évidemment, des jugements dans un délai raisonnable. Vous savez qu'on ne peut que saluer. Honnêtement, nous avons salué ce discours parce que c'est le magistrat suprême qui s'exprime cette fois-ci. Et n'entendez pas le magistrat suprême comme le chef de ces magistrats, mais c'est celui-là qui doit s'assurer que son peuple, parce qu'il est le responsable numéro 1, que le droit à la justice pour son peuple est assuré. Donc lorsque le magistrat suprême, il a des oreilles, il a des personnes qui lui rendent compte, qu'il a envoyées pour le servir aussi, qui lui font part effectivement de la réalité, comme M. Faustin vient de le dire, de la réalité sur le terrain. Donc la CNDH a également salué ce discours. Vous avez salué le discours. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une justice indépendante? À parler d'une justice indépendante, vous savez, il y a deux aspects d'indépendance. On dit toujours en droit que si la légalité est première, la légitimité est seconde. Ça veut dire, vous pouvez mettre ça dans les papiers, coucher ça sur le papier, mais en réalité, ça ne suit pas. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord qu'il y ait cette indépendance intrinsèque, interne à ces personnes, à ces juges, parce qu'on parlait de l'indépendance de la magistrature, mais c'est principalement les juges. Ceux du parquet jouissent de la hiérarchie. Donc, de hiérarchie. Et pour nous dire que la magistrature est indépendante ou non, il est difficile de se prononcer là-dessus. Parce que légalement, il y a les textes qui disent que la justice est indépendante. N'est-ce pas? Là, c'est légal, c'est écrit. C'est même dans la Constitution, c'est écrit. Alors, ce qui est souvent critiquable, c'est cette indépendance intrinsèque. Est-ce que ces juges, est-ce que ces magistrats agissent en indépendance, en toute indépendance? C'est là où réside le problème. Parce que je peux vous octroyer l'indépendance, mais vous n'en jouissez pas. Parce que souvent, vous savez, on a toujours dit, voilà, celui qui agit comme ceci, on le mute. Et je vais toujours poser la question, parce que j'ai été magistrat aussi, jusqu'à la haute magistrature. Et je posais toujours la question à mes collègues. Si le premier juge agissait correctement, au mute, d'accord, on va interjeter appel, n'est-ce pas? Le deuxième agit de la même manière. Et celui de la Cour suprême agit de la même manière. Parce que c'est la justice qui est rendue. On va les muter tous pour les amener où? Alors donc, il faut qu'on soit là, on s'entende là-dessus pour comprendre l'indépendance qu'on veut, c'est laquelle? Sur le papier ou l'indépendance intrinsèque? Ça veut dire l'indépendance fonctionnelle. Merci beaucoup, Marius Lussomo, pour votre intervention. Alors, qu'est-ce qui hante la justice burundaise? Les problèmes sont à l'interne ou bien ils proviennent de l'extérieur? Maître Segat. Je pense que principalement, les problèmes des juges viennent de l'intérieur. Bien sûr, des fois, il peut y avoir des pressions extérieures, ça ne peut pas manquer. Mais comme mon collègue Rutumo vient de le dire, le juge, une fois qu'il accepte les fonctions de juge, doit se rendre compte qu'il doit être un homme indépendant moralement. Et je parie qu'il y a très peu de gens qui ont reçu un ordre de rendre un jugement dans tel sens ou tel sens. Les juges le rendent dans un sens ou dans un autre, peut-être par peur, en se disant
il faut que je puisse faire justice à celui-là plutôt qu'à l'autre. Mais je parie qu'il n'y a pas un seul qui a dit au juge rendez ça comme ça. C'est-à-dire qu'il lui écrit un jugement qui lui dit voilà, mettez ça sur le papier. Un juge doit être indépendant. Et un juge qui voit qu'il ne peut pas rendre son jugement de façon indépendante, il démissionne. Il faut avoir le courage de démissionner. Oui, justement, au cours de la réunion entre le chef de l'État et les magistrats burundais, il y a les magistrats qui ont dénoncé l'ingérence de certaines autorités publiques et qui intimeraient l'ordre magistrat sur téléphone. C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je voulais dire. Enfin, lorsque je parle d'interne, je veux dire que la grande plainte de la population aujourd'hui n'est pas justement ces pressions. La grande plainte de la population, c'est plutôt la corruption. Oh, la corruption. Bien entendu, un juge qui est corrompu n'a plus d'intelligence. Et nous qui sommes confrontés quotidiennement à ces jugements, vous pouvez lire à travers un jugement que le juge a été corrompu parce qu'il n'est pas logique dans ce qu'il dit. Juste pour qu'il puisse satisfaire à celui qui l'a corrompu. Et quelqu'un disait en fait qu'un juge qui est corrompu, en fait, c'est un juge déshabillé. Il n'a plus d'honneur. Il n'a plus d'honneur vis-à-vis de celui qui lui a donné l'argent et il n'a plus d'honneur vis-à-vis de lui-même parce qu'il se dit, mais le jugement que j'ai rendu, j'aurais pu rendre d'une façon honnête, mais je ne l'ai pas fait. Donc, il aura toujours à se reprocher un peu quelque chose. Donc, en d'autres mots, finalement, évidemment, les gens disent que les juges n'ont pas suffisamment d'argent. Mais on pourra leur donner autant d'argent qu'on veut parce qu'on a toujours intérêt à avoir un million sur un autre million. Donc ce ne sont pas les juges qui sont les moins payés qui sont les plus corrompus. Je ne pense pas. Il y a des juges qui sont très bien payés mais qui restent corrompus. Alors, moi, je pense que c'est un problème de moralisation. Une confiance, une dignité qu'on doit inculquer chez les juges. Et là, ça devrait normalement commencer par la formation. Il faut qu'au cours de la formation des étudiants, on puisse insister beaucoup sur la déontologie, sur l'honneur. Parce qu'un juge qui n'est pas honorable, ce n'est pas un juge. Un juge qu'on trouve dans les dancing clubs jusqu'à 2h du matin. Mais ce n'est pas un juge. Un juge doit avoir un comportement social qui le distingue des autres. Et je me souviens, avant l'indépendance et même après l'indépendance, et même dans les leçons que nous avions dans les premiers temps à l'université, on disait qu'un juge n'allait pas dans les cabarets. Normalement, un juge devrait prendre sa bière chez lui ou chez les amis. Or, nous assistons souvent à des juges qui se battent dans les bars. Un juge comme ça, un juge qui se bat dans un bar n'est pas un juge. Et malheureusement, si vous allez vers 2h du matin quelque part dans les bars, vous les trouverez. Il y a un comportement que nous devons inculquer chez les juges. Et il y a une dignité que nous devons inculquer chez les juges. Et évidemment aussi, il y a des fois, là je ne crois pas que ça soit très souvent, il y a aussi l'incompétence. Alors, comme je l'ai dit, comme le chef de l'État vient justement de dire aux magistrats de se reprendre, de se saisir, évidemment, il s'en suivra qu'il devra prendre des sanctions contre les juges qui ne veulent pas se saisir, qui ne doivent pas reprendre le droit chemin. Évidemment, il y a aussi des carences. J'ai constaté une carence aujourd'hui, ça fait presque 1 année et demie que nous n'avons pas un conseil supérieur de la magistrature. Or, les plaintes qu'on devrait adresser au président de la République devaient être adressées au conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est ça disons, sa compétence, de voir les jugements qui sont mal rendus, les plaintes contre les juges qui sont corrompus. Tout cela devrait
être adressé au Conseil supérieur de la magistrature. Or, ça fait déjà 1 année et demie que nous n'avons pas cette institution. Il serait temps, effectivement, qu'on puisse l'instaurer et lui donner encore plus de compétences pour qu'on puisse aller dans le droit chemin. Et il y a aussi une chose que nous déplorons maintenant. Depuis un certain temps, les jugements ne sont plus définitifs. Vous allez à la Cour suprême et vous croyez que vous aviez gagné. Et après, on va chez le ministre, il annule les jugements de la Cour suprême, ça revient à la Cour suprême. Après, celui qui a perdu revient chez le ministre, il ordonne encore la révision, ça revient encore à la Cour suprême. Il y a des dossiers qui vont à la Cour suprême 2 ou 3 fois. Donc ça veut dire que les gens ne sont plus sûrs qu'ils ont gagné. Or, il faudrait cesser avec les révisions. Les révisions, bien sûr, c'est institué par la loi, mais dans le temps, les révisions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsqu'un jugement est revu, ça veut dire que le juge qui l'a rendu doit être sanctionné, soit pour l'incompétence, soit pour corruption. C'est dans ce sens-là qu'un jugement peut être revu. Mais aujourd'hui, la révision est devenue pratiquement une autre institution, une autre voie de recours. Donc cela veut dire qu'en fait, les gens se plaindront aujourd'hui de ne pas avoir un jugement bien rendu, mais ils se plaindront davantage de ne jamais avoir un jugement définitif. Et ça, c'est très grave dans un pays. Oui, merci beaucoup, Maître Segatwa. La même question à Faustin Dikoumana. Lors de la réunion entre le président et les magistrats, tous les magistrats burundais, les a accusés de corruption, de patati patata. Mais ces derniers, ils ont dit, ils ont dénoncé l'ingérence de certaines autorités publiques. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, cela, c'est la question à laquelle je dois m'exprimer, c'est cette question liée à cette indépendance de la magistrature que mes amis ici viennent d'évoquer. Mérius a dit qu'il y a indépendance sur le papier, dans les lois, mais aussi indépendance liée au juge, indépendance, la moralité du juge. Mais je crois bien que dans le papier, il faut voir, parce que la question de l'indépendance de la magistrature, c'est une question qui a été longtemps débattue au moment des États généraux de la justice. Et pas mal de recommandations avaient été émises pour éclairer sur la façon, même au niveau légal, au niveau pratique, et l'indépendance de la magistrature devait être consacrée. On a dit, donc, même si dans les lois, c'est comme ça, il faut pratiquement reconnaître le pouvoir judiciaire comme le troisième pouvoir, par des symboles, par des pratiques. Je vous donne par exemple, on dit que dans la Constitution, la nouvelle loi organique régissant la Cour suprême, on dit que la Cour suprême, c'est le symbole de l'indépendance de la magistrature. C'est la Cour suprême qui incarne l'indépendance de la magistrature. Mais avoir l'autorité de la Cour suprême, du président de la Cour suprême, au sein du Conseil supérieur de la magistrature, ces révisions que Maître vient d'évoquer. On dirait qu'à un certain moment, même le ministre de la Justice est supérieur à la Cour suprême, alors que la Cour suprême, c'est bien elle qui est garante de la qualité, de l'application de la loi, donc dans les procès, ça c'est mentionné. Donc, la reconnaissance du pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir est difficilement applicable. Toutes les nominations, même la nomination du président de la Cour suprême, c'est sur proposition du ministre de la Justice, nommé par le président de la République. Donc le pouvoir exécutif continue d'encadrer indirectement, de phagocyter le pouvoir judiciaire. Ça, c'est quelque chose à corriger de façon visible. Parce que même si on analyse maintenant le grand protocole de la Cour, du président de la Cour suprême, on dit que c'est après le ministre, plutôt que c'est le président de l'Assemblée, le président du Sénat. Ça veut dire que le président de la Cour suprême est supérieur au niveau de l'autorité au ministre de la Justice. Mais au niveau pratique, c'est l'inverse qui se fait. Pratiquement même au sein du Conseil supérieur de la magistrature,
l'autorité qui incarne l'indépendance de la magistrature est phagocytée comme vice-président du président du Conseil, qui est le président de la République, et le secrétaire, qui est le ministre de la Justice. Toutes les nominations, les promotions dans les tribunaux, c'est sur les propositions du ministère de la Justice, nomination président de la République. Alors, vous comprendrez bien qu'il y a vraiment une mixtion nette, parce que les promotions, la gestion des carrières des magistrats, là aussi ça a son or, son empreinte dans l'indépendance des magistrats. Comment est-ce que les promotions sont assurées, les recrutements, les avancées de grade, les traitements, tout cela on peut jouer sur ces aspects de promotion, de quoi, pour aliéner, donc pour l'indépendance des magistrats. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faut bien méditer. Et aussi l'inspection de la justice, le rôle de l'inspection de la justice. Normalement, le rôle de l'inspection de la justice, on avait plaidé que ce soit un service très compétent qui regorge de magistrats sages et compétents pour justement évaluer la qualité des procès rendus, des jugements rendus. Ces histoires de révision aussi venaient d'être appuyées par des organes, des institutions compétents comme l'inspection de la justice. Sinon, comme Maître vient de le dire, la Cour suprême a déjà rendu, on va voir le ministre, révision. Ça veut dire que le ministre de la Justice, lui aussi, aura à manipuler comme il veut. Alors que c'est l'autorité de l'exécutif. Là, vraiment, jusqu'à maintenant, les actions qui prouvent la reconnaissance du pouvoir, de l'indépendance du pouvoir judiciaire ne sont pas là, ne sont pas réunies. Disons, et quelque part dans la Constitution, on dit la mise sur pied de la haute cour de justice. Où est-elle? Parmi les instances qui marquent l'indépendance de la magistrature, c'est la Cour suprême, c'est la haute cour de justice. C'est la haute cour de justice, c'est la Cour constitutionnelle et la Cour suprême réunie. Il est présidé par le président de la Cour suprême qui doit juger les plus hautes autorités. C'est cela qui incarne donc l'indépendance de la magistrature. Alors, comment est-ce que aussi le Conseil supérieur de la magistrature devait être présidé par le président de la République et le président de l'exécutif? Tout à l'heure, le maître Segatois disait, au lieu d'adresser les plaintes au président de la République, il faut les adresser au Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est le président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça s'adresse directement justement au président de la République. Donc la Cour suprême a été complètement phagocytée et n'incarne vraiment pas en pratique l'autorité du système judiciaire. Et c'est là vraiment il faut corriger, et surtout que même, par exemple, l'article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, et donne l'attitude à la Cour suprême, avec le président, de demander la déclaration des biens des plus hautes autorités. Il y a même un alinéa qui dit que des poursuites judiciaires peuvent être engagées à l'encontre des contrevenants, des autorités du secteur, des autorités de l'exécutif qui ne se conforment pas à cette règle de déclaration des biens, un mois après le début de l'exécution. Est-ce que vraiment la Cour suprême aujourd'hui peut exiger de le faire? Donc on comprend que la Cour suprême vraiment n'a pas ce rôle d'autorité judiciaire. Et si elle recouvre cette reconnaissance, c'est le début d'abord. Et la gestion de la carrière des magistrats, c'est quelque chose aussi qui perturbe l'indépendance morale des magistrats. Quand une société est généralement corrompue, monsieur, mon ami maître, quand une société est généralement corrompue, les corrupteurs corrompus sont vénérés. Ils sont riches, ils sont vénérés, ils font du n'importe quoi dans la société, ils sont respectés, ils participent dans les fêtes, ils ont de la force, ils financent. Vous êtes honnête, vous risquez même des fois d'être sacrifiés comme ça. Il y a beaucoup de magistrats honnêtes qui vous disent qu'ils ont été vraiment phagocytés, mal vus, parce qu'ils voulaient que le droit soit mis en exercice, soit vraiment, les procès soient rendus avec du droit et requis. Il y a des magistrats qui sont promis de façon prématurée.
vous vous trouvez à la Cour suprême, au tribunal de grande instance, cour d'appel. Alors, quelle expérience, ce n'est pas requise. Mais si vous avez la promotion, vous essayez de servir celui qui vous a nommé de façon prématurée. C'est comme ça que c'est l'homme, c'est comme ça que nous sommes. Donc, mais si on avait des critères objectifs, vous devez assurer cette fonction avec des critères objectifs, avec des traitements. Voir par exemple dire, si un magistrat est mieux, je dirais, est mieux coté, il arrive à un certain grade, il peut avoir un traitement aussi le même qu'un autre magistrat qui a des avantages de l'immunité liés à sa fonction de président du tribunal. Donc si on fait une gestion professionnelle de la carrière des magistrats, au niveau du recrutement, dans la gestion professionnelle de la carrière, vraiment, ça peut vraiment atténuer vraiment l'instrumentalisation des juges. Oui, Faustin Dikoumana, vous allez proposer ça comme solution vers la fin de l'émission. Je repose la même question à Marius Roussoumont de la CNDH. Il y a ce principe universel qui parle de la séparation de pouvoir. Tout à l'heure, on entend que, selon le dire de Faustin, il n'y a pas cette séparation des pouvoirs au Burundi. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, il a dit beaucoup de choses, mais permettez-moi de revenir sur deux aspects. D'abord, lorsqu'il dit que c'est la reconnaissance qui ouvrirait la voie à une justice équitable. Moi, je reviendrai à mes propos d'antan. Parce que vous pouvez bel et bien reconnaître quelqu'un, mais quelqu'un qui n'a pas de morale, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas une formation complète, comme Maître Segato l'a dit. Quelqu'un qui n'a pas une expérience professionnelle. Et vous attendrez quoi? Quoi que vous ayez reconnu. Alors, là, il faut qu'on essaie quand même de tempérer quelque part. À cette séparation de pouvoir, je l'ai très bien dit, d'une façon, il y a séparation dans les papiers, c'est dit. Je suis d'accord avec lui pour certains aspects pratiques qui ne sont pas encore mis en œuvre. Ça, c'est vrai, ça n'y est pas, mais ça commence à venir. Aujourd'hui, quand on entend dans le protocole, au moins on commence à entendre citer, n'est-ce pas? Ça va. Dans le protocole d'État, on entend. Ça vient. Alors, la logistique, moi je me réserve là-dessus parce que vous savez, du président de l'Assemblée. Parce que vous savez, la logistique, j'essaie de tempérer un peu parce que j'observe toujours les moyens financiers que dispose l'État et que même d'autres services parfois crient aux moyens, y compris le nôtre. Une autorité suprême. On a toujours mis ça dans les rapports. Quatrième autorité de l'État. D'accord. Mais lorsque aussi, deuxième aspect que je voulais souligner, avant peut-être d'entrer dans le vif de la question, c'est aussi la question de principe, disons, de la promotion prématurée. Qu'on s'accorde ici à comprendre qu'il y a certains magistrats promus prématurément parce que c'est lié au passé de l'État, de passé du pays. Vous savez bien qu'il y a une catégorie de personnes qu'on devait voir pour qu'une autre frange de la population puisse avoir confiance à cette magistrature. Raison pour laquelle on a une promotion d'une autre catégorie qu'il ne faut pas oublier. Partie avec ce qu'on appelle la justice transitionnelle, la réforme institutionnelle. Ce n'est pas seulement la magistrature, c'est même ailleurs. Où on a vu aussi des jeunes, ou peut-être ceux qu'on peut appeler entre guillemets non expérimentés, monter. Mais lorsque cette personne rencontrait des personnes expérimentées, des personnes de bonne foi, des personnes professionnelles, mais tout devait aller très bien. Et son Excellence le Président de la République ne devait pas se plaindre. Le plus expérimenté devait initier et apprendre le moins expérimenté. Et tout devait aller très bien. Et d'ailleurs, même dans les sièges, on voyait toujours au moins le plus ancien et le moins ancien dedans. Pour qu'on apprenne du plus ancien. Là, ça ne devait pas causer le problème. Maintenant, la question de séparation des pouvoirs. Constitutionnellement, on dit
il y a 3 pouvoirs. Là, je parle de la loi fondamentale. Et maintenant, dans la loi sur la Cour suprême, c'est écrit, c'est la Cour suprême qui exerce le rôle de l'administration, donc de la justice, au niveau technique et administratif. Alors moi, je posais là la question, qu'est-ce qui empêche cette Cour suprême de le faire? De jouer son rôle administratif et technique. Qu'est-ce qui l'empêche? On va me dire les moyens et tout ça. Alors, moi, je peux vous poser la question, par exemple, M. Faustin, est-ce que, je ne suis pas évidemment le modérateur ici, est-ce que le président de la Cour suprême qui vous montre, par exemple, moi j'ai demandé ceci, j'ai fait ceci. Parce que tout part de la réalité des choses. Vous devez demander ces moyens, ceci et cela, ainsi de suite. Donc, mais sinon, oui, raison pour laquelle je disais, c'est dit, mais il reste quand même quelques aspects pratiques. Mais on ne peut pas dire que c'est totalement non séparé. C'est tout comme réponse que je peux donner. Donc, ce n'est pas totalement séparé. Voilà. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que vous suivez l'émission Mosaïque qui parle sur le fonctionnement de la justice burundaise. Alors, si le pouvoir judiciaire tourne très mal, quelles sont les conséquences sur le pays? Je voulais dire un petit mot sur la séparation de pouvoir. Je crois que ça, c'est de la philosophie. Oui. Ce qui intéresse les citoyens, ce ne sont pas cette philosophie de séparation de pouvoir. Exact. C'est le jugement qui est rendu par le tribunal de grande instance, par le tribunal de résidence, par le tribunal de la Cour suprême. Eh bien, ce qu'il lui faut, c'est qu'il saisisse la justice et que le juge qu'il a devant lui rende une justice équitable, comme il a dit, une justice juste. Voilà, c'est ce qui intéresse le citoyen. Et les plaintes que nous avons, c'est à ce point-là. Sinon, que l'exécutif se mêle du judiciaire, je crois que dans tous les pays du monde, ça se voit. Même aux États-Unis, lorsqu'un président arrive, qu'il y a un juge de la haute cour qui meurt, on cherche quelqu'un qui est de l'obédience pour... Ça existe partout. Alors, ici, me demander les conséquences. Oui. Lorsque les jugements sont mal rendus. Oui. Il y a le rapport de l'ombudsman burundais qui parle de 80% de la population burundaise qui n'ont pas confiance en la justice burundaise. Écoutez, je me suis toujours dit une chose. Personne n'a confiance dans la justice, mais tout le monde court à la justice. Ça veut dire que c'est un besoin inhérent de l'homme. La justice, il y en aura toujours, mal rendue ou bien rendue, il y en aura toujours, parce que les gens ont besoin d'une justice, parce que la justice, c'est un instrument de paix. La justice est recherchée parce que c'est généralement les moins forts qui s'adressent à la justice. Celui qui ne sait rien faire contre le voisin, qui est en train de lui... disons, de violer ses droits, il va à la justice. Alors, nous aurions bien voulu que justement le juge sache sa responsabilité dans l'établissement de la justice, de la paix. Parce que quelqu'un qui n'a pas une justice n'aura jamais de paix. Alors, vous comprenez qu'un pays où 80% des gens se plaignent de la justice, eh bien c'est un pays qui ne peut pas se développer, parce que pour se développer, un pays doit être dans la paix, et doit vaquer à ses activités, parce qu'il sait que ces activités seront protégées. Il va acquérir des biens parce qu'il sait que ces biens seront protégés. Il va investir dans le pays parce qu'il sait que ces investissements seront protégés. Je peux vous dire, parce que ça fait quand même 43 ans que je suis dans la justice, et j'ai des cas. Je me souviens de quelqu'un, et c'était un étranger. Il a eu des jugements d'irrecevabilité, et à la 7e irrecevabilité, il a piqué une crise cardiaque, il en est mort.
parce qu'il voyait sa maison partir. Et lorsqu'il est allé chez le juge, on lui disait votre action est irrecevable. On ne l'entendait même plus. Et à un certain moment, non, dernier jugement, quand je lui ai annoncé ça, il a piqué une crise cardiaque. Alors, vous comprenez, un étranger qui apprend cela, je m'excuse de le dire à la télévision, est-ce que vous croyez qu'il va avoir confiance à la justice? Ça sera très difficile. Donc, c'est pourquoi il faudrait quand même se ressaisir, parce que les juges sont également des acteurs du développement d'un pays. Et le développement d'un pays passe justement par la justice formelle. Et le danger, comme vous avez dit, si on n'a pas confiance à la justice, c'est que on va se décourager. Et quand on se décourage, vous savez ce qui peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver quand on se décourage. Voilà en fait les dangers. C'est que on n'aura pas le développement souhaité dans le pays. Oui. C'est ça le grand danger. Oui. Et certains justiciables dénoncent cette inaction de l'inspection générale de la justice. Est-ce qu'il joue pleinement son rôle? Vous savez, quand on dit la justice, on ne voit que les juges. Mais malheureusement, il faut voir la société. C'est toute la société qu'il faut voir. Moi, j'ai vu la justice au CNTB, la justice à l'inspection de la justice, la justice à la révision chez le ministre. Eh bien, il faut qu'à tous ces stades-là, il transpire de la bonne justice. Parce que je peux vous dire également que ces jugements qu'on revoit, souvent on les voit, on ne fait pas des révisions qui sont conformes à la loi. C'est peut-être aussi conforme à ce qui est décrié chez partout. Donc, j'ai l'impression plutôt que c'est une moralisation générale de la société et de tous les acteurs qui concourent à la justice. Lorsqu'on parle de la justice, on ne voit que les magistrats, mais ailleurs, c'est la même chose. Dans l'administration, c'est aussi la justice sociale qu'il faut voir. Alors, je pense que ça doit être une moralisation générale du pays où tout citoyen doit savoir qu'il doit rendre justice à son citoyen à quelque niveau qu'il soit. Oui, Faustin Dikoumana, le chef de l'État a évoqué le fait que les investisseurs étrangers ne viennent pas ici. Est-ce que vous êtes du même avis avec le chef de l'État? Bon, avant de répondre à cette question, permettez-moi quand même de faire un commentaire sur ce que mes collègues viennent de dire. Oui. Je voudrais dire à Soumomerius que vouloir assurer une promotion d'une catégorie selon les circonstances historiques qui ne peut jamais exonérer les gens à appliquer les critères objectifs. Même dans cette catégorie, il faut que soient promis les gens qui le méritent. Il ne faut pas se cacher derrière les équilibres de ce sera pour faire avancer les gens qui sont incompétents. Donc, même dans cette catégorie pour laquelle on veut assurer cette promotion, il faut des critères objectifs pour que le juge qui est là se sent quand même force de mériter là où il est. C'est ce que je dis. Donc, c'est à ce niveau, c'est mon commentaire. Et je dois dire que la reconnaissance de l'autorité judiciaire, c'est quelque chose de problématique dans ce pays. Parce que comme au sommet, cette reconnaissance n'est pas bien assurée, même à la base, il y a tendance à dénigrer l'autorité judiciaire. Un commandant du camp, un policier, un gouverneur, tous, ils ont tendance à dénigrer l'autorité de la justice, du président du tribunal de grande instance. C'est là même où le problème est d'application des peines, d'appliquer les problématiques d'application des procès rendus, des jugements rendus. Ils se disent, vous allez gagner, mais le procès ne sera jamais mis en application. Je suis ici. Donc, l'autorité judiciaire au Burundi, il n'a pas encore eu sa place dans la société. C'est ça la base. Parce que tous ceux qui veulent corrompre se cachent derrière d'autres personnalités influentes pour justement écraser cette capacité de l'autorité judiciaire. Quand on vous dit, les paysans vous diront, si vous n'avez pas de l'argent, vous n'aurez jamais de la justice. Si vous n'avez pas de quelqu'un très puissant sur lequel vous vous appuyez, vous n'aurez pas de la justice. C'est toujours ça. Ils savent que même si la justice aurait cette capacité,
cette autorité est dénigrée par beaucoup de personnes, quitte à ce que, alors, cette justice, le petit citoyen ne parvient pas à avoir accès à cette justice. Il faut alors sensibiliser sur l'autorité judiciaire et mettre le paquet pour une inspection. Une fois un juge qui a cette autorité, s'il use, il abuse de cette autorité, l'inspection est là, il est très sanctionné. Il est sanctionné sévèrement. C'est comme ça qu'on améliore la qualité donc on vous donne l'indépendance requise. Vous êtes responsable de l'action posée, mais vous devez rendre compte. Vous devez rendre compte. Mais à chacun la responsabilité qui lui revient. Il ne faut pas un amalgame d'immixtion de dire je suis du pouvoir exécutif. Maintenant, il a tendance au pouvoir exécutif de vouloir encadrer le pouvoir judiciaire. Quelque part dans une province de Kayanza, il y a, je crois, un administrateur angolais qui a dit qu'il va coter les magistrats. Vous comprenez le niveau même de la conception philosophique. Donc, un gouverneur, un administrateur se dit non, on va coter ces magistrats. On est tenté même de les minimiser davantage. Il y a des magistrats capables qui peuvent se dévouer. Il faut plutôt rehausser la façon dont ils sont promis pour que le pouvoir judiciaire retrouve sa place dans la société. La société devait être solidaire pour que nous ayons cette justice indépendante et puis la rendre responsable de ses actes. Somme toute, des punitions, de quoi? L'inspection, elle est là. Il y a des gens capables de faire partie de ce service d'inspection et un magistrat qui sera coupable de des révisions, de quoi. On le sanctionne même, on peut même le créer dans la liste des magistrats. Il faut qu'il y ait des critères. Là, vraiment, on peut avancer. Mais partons à ce que je suis en général, je suis un commandant d'ICA, je suis un gouverneur, je suis un grand commerçant, je suis... La base, reconnaissons le pouvoir de l'autorité judiciaire. Dans la hiérarchie, la Cour suprême, alors, elle est au sommet. Il faut qu'elle assume ses responsabilités. Quant aux moyens, quand vraiment, au niveau de la Constitution, on dit que quelqu'un est la quatrième personnalité du pays. On peut dire qu'au niveau de la logistique, le Burundi manque vraiment la logistique pour accompagner ce titre. Non. Si le président du Sénat, la logistique du président du Sénat, la logistique du président de l'Assemblée nationale, la logistique du président de la Cour suprême devait approcher ces trois autorités. Parce que c'est lui qui incarne l'autorité. Donc il faut avancer sur ce point-là. Il faut avancer, réformer la société, la faire entendre sur certains aspects. Mais sinon, quand un pays avance, même si un juge, vous savez que les juges sont à vie, et par exemple aux États-Unis, vous voyez que même un juge, quand il est nommé, il peut ne pas accompagner un président dans ses histoires, dans ses aventures. Là, vraiment, l'indépendance, quand même, est avant. Je dois dire que vraiment sensibiliser la population sur l'autorité judiciaire. Vraiment, même les autres pouvoirs, l'exécutif, le Parlement. Vous voyez, même quand Kirundo, il avait un parlementaire qui pouvait aller dire non, vous avez émis des procès, vous avez rendu des procès, des jugements, et j'exige la révision. Un parlementaire comme ça. Vous entendez qu'il y a quand même une mentalité vraiment à bannir. Donc il y a ingérence. Ingérence. Oui, ce que le chef de l'État a dit à propos des investisseurs étrangers qui ne viennent pas. Oui. Là, on le disait depuis, au PARSEM, vous savez, nous sommes une organisation qui insiste sur le rôle de la justice dans le développement économique d'un pays. Quand une justice n'est pas capable d'assurer le droit de propriété des investisseurs, pour protéger les actions des investisseurs, la sécurité, quand elle n'est pas là, les opérateurs économiques, les investisseurs ne viendront pas s'aventurer. Même les modes de financement innovants actuellement, le partenariat public et privé, ils ne viennent pas parce qu'ils disent là où la sécurité des institutions, là plutôt la sécurité de la propriété n'est pas assurée, vous vous aventurez, vous serez escroqués et la justice ne vous sera jamais rendue. Il y a même des autorités, une autorité politique que j'ai entendu un jour dire il ne faut pas qu'un étranger gagne un procès.
umunyamahanga ntakwiye gutsinda umurundi w'iwacu. Donc un certain patriotisme de chauvinisme qui tend même à dire qu'un étranger ne devait pas gagner un procès parce que c'est un étranger. Ou acheter une parcelle. Ou acheter une parcelle. Donc il y a beaucoup vraiment à faire pour que la justice garantisse l'environnement des affaires. Oui. La justice est l'un des éléments de l'environnement des affaires, même au niveau de la Banque mondiale. Oui. Et si aujourd'hui dans nos pays, vous voyez ce qui vient de se passer, par exemple, c'est ce qui doit passer avec l'autorité là, le vice-président, l'autorité là qui s'approvisionnait à la Sosumo, des sanctions qui viennent d'être prises en son encontre. Il a tendance à ce que les hommes politiques veulent toujours avoir une double casquette. C'est-à-dire être un homme politique, mais être aussi le premier homme d'affaires dans le pays. Dans ce cas, un investisseur étranger, quand il vient investir, ce sont même ces hommes politiques qui sont en même temps des opérateurs économiques, qui essaient de surveiller les actions de ces investisseurs étrangers. Et quand qu'ils viennent en concurrence, alors des fois ils utilisent cette justice qu'ils encadrent pour limiter à ce que ces étrangers soient protégés dans leur pays. Donc c'est vraiment c'est un cercle vicieux, instrumentalisation, et homme d'affaires, politique, c'est un amalgame. Donc je crois bien que vraiment si nous ne parvenons pas à asseoir une justice qui protège les investissements, qui protège les investisseurs, le droit de propriété, vraiment, je ne crois pas que le Burundi peut avancer. C'est la base mais d'un investisseur. Oui, Faustin Ndikumana, directement, nous sommes dans les 10 dernières minutes de cette émission. Quelles sont les solutions que vous proposez dans 2 minutes? Quelles sont les Dans solutions? 2 minutes, je dis il faut reconnaître le pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir. Conseil supérieur de la magistrature, la réformer. La réformer au niveau de la composition, au niveau des missions. Il faut y mettre beaucoup de... Même des professeurs d'université, par exemple, devaient faire partie, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature. Déjà des sommités de sciences au niveau du droit. L'ombudsman peut faire partie, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il reçoit beaucoup de plaintes. Le président de la CNDH peut, par exemple, faire partie du Conseil supérieur de la magistrature. Les personnalités élues au sein du Conseil doivent être même nombreuses. Il faut tendre vers à ce que ce Conseil supérieur de la magistrature soit présidé par le président de la Cour suprême, comme ici dans la sous-région, et le président de la Cour suprême qui incarne l'autorité judiciaire. Parce que sinon, si le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, c'est comme si le bureau de l'Assemblée devait aussi être présidé par le président de la République. Imaginez le bureau de l'Assemblée nationale présidé par le président de la République. Non, le bureau de l'Assemblée nationale est élu par les parlementaires. Même le mode de nomination du président de la Cour suprême, on avait débattu ça au sein des États généraux de la justice. On avait émis une recommandation. Il faut qu'ils soient élus par leur pairs. Au moins 3 magistrats, 5 magistrats élus par leur pairs. Les noms, on les expose. Le président, par exemple, peut choisir parmi les noms des personnalités qui ont été élues par leur pairs. Et le président de la Cour suprême a un mandat 6-7 ans où vraiment il exerce ses pouvoirs. Et puis la gestion professionnelle de la carrière des magistrats. Professionnelle. Équilibre ou pas, il y a toujours la façon de mieux équilibrer ça avec des critères objectifs pour que les magistrats se sentent promis et donc se sentent respectés. Sinon, si je dois commander une promotion, je dois passer au président du parti, lui dire je vais en tribunal, on va te nommer, mais attention, il faut faire gaffe, on te suit. Non, il faut des critères objectifs pour que les magistrats agissent avec professionnalisme. Bien sûr aussi, il faut une déformation pour les rendre beaucoup plus compétents. Et pour moi, encore une fois, renforcer le service de l'inspection de la justice. Merci beaucoup. L'inspection de la justice, qui doit vraiment évaluer la qualité des jugements rendus et rendre responsables les magistrats qui se seraient coupables, par exemple, d'avoir rendu des jugements qui sont révisés une fois ou plus de 2 fois. Il faut vraiment même réduire la magistrature. Il faut donc la qualité. Quand on veut moraliser une société, on essaie de promettre les gens qui ont cette moralité
Et on organise la société pour que ces gens émergent au-dessus de la société, sans instrumentalisation, bien sûr. Oui, merci Faustin. Donc l'inspection générale de la justice doit faire son travail. Maître Segatwa, quelles sont les solutions que vous proposez pour que la justice burundaise soit équitable, soit indépendante? Oui, je me félicite de ce que M. Faustin vient de dire. C'est vrai, il faut renforcer les missions du Conseil supérieur de la magistrature. Vraiment. Lui donner des pouvoirs, des pleins pouvoirs. Et comme il vient de le dire aussi, il faut donner aux citoyens la possibilité de pouvoir se plaindre devant un corps indépendant qui serait encore des inspecteurs de la magistrature, qu'on puisse mettre au niveau peut-être de chaque province. Au lieu de descendre à Bujumbura, mais aller dans chaque province, pour que quelqu'un qui se plaint peut-être de la corruption, qu'on puisse vérifier. Parce qu'il ne faut pas non plus dire tel juge est corrompu, on dit il est corrompu. Non, il faut vérifier. Il faut vérifier sur la qualité des procès. Mon souhait aussi, c'est qu'on puisse avoir des jugements qui prennent fin. Des fois, on dit on tarde de rendre les jugements. C'est bon. Mais moi, je ne peux pas comprendre comment des jugements de la Cour suprême sont soumis aux juges qui n'ont même pas eu le temps donc, aux juges de juger les jugements de la Cour suprême. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, normalement, les jugements de la Cour suprême devraient intervenir en dernier ressort. Parce que c'est ça la force de la justice. C'est de dire, voilà, j'ai perdu au degré d'appel, mais je vous aurai, on met en cassation. Et une fois que je perds en cassation, je me dis, j'ai perdu. Mais aujourd'hui, je n'ai pas perdu. Je reviens chez le ministre. Et rien ne dit que les conseillers du ministre sont plus propres que les juges que nous sommes en train de déplorer. Donc, en d'autres mots, rendons des bons jugements, mais instituons des institutions qui rendent les jugements en dernier ressort. Que ce soit le ministre, mais qui rende son jugement en dernier ressort. Donc, vous voulez dire que l'instance de recours que le ministre a mise en place n'est pas valable? Il n'y a pas longtemps que cette institution a été mise en place. La révision, c'est quelque chose de très rare dans tous les pays, de très rare. Ça veut dire que vous devez montrer effectivement qu'il y a eu une faute lourde de la part des magistrats. Ce n'est pas seulement se tromper, un magistrat peut se tromper parce qu'il est humain. Or, le magistrat ne s'est pas trompé. Et puis on a introduit quelque chose de flou lorsqu'il y a un mal jugé manifeste. Mais celui qui a perdu le procès aura toujours un mal jugé manifeste. Donc, on n'aura jamais de jugement définitif. Donc, en d'autres mots, faisons confiance à la Cour suprême, mettons-y des juges qui ont qualité des juges de la Cour suprême, parce que je ne peux pas non plus comprendre, comme il a dit, que quelqu'un qui vient du tribunal de grande instance puisse aller à la Cour suprême. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Alors, maintenant, mettons les gens qui sont capables de rendre des jugements à la Cour suprême pour que les jugements de la Cour suprême soient en dernier ressort. Et laissons tomber ces révisions. Le dernier mot à Marius Roussumo, vous êtes de la CNDH, secrétaire général. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que le droit, les magistrats puissent dire le droit? Merci beaucoup. Pour nous, l'existant, c'est que il y a d'abord grogne de la population non satisfaite de ne pas avoir une justice équitable de la part d'un juge indépendant et impartial. Et ce qui nous importe pour nous, c'est que d'abord, mis à part d'autres considérations, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait la conscience. La conscience pour moi des juges. Parce que le problème n'est pas au niveau de la Cour suprême. Beaucoup de grogne, c'est même au niveau de la base. Juridiction de base.
là où la population se trouve en masse, qui s'intéresse au droit à la propriété, autre petite chose. Mais ça va aussi au niveau des juridictions de grande instance. Donc, pour nous, il faut d'abord la conscience. Parce que pour qu'un dossier arrive à la Cour suprême, ça veut dire passer par toutes ces instances-là. Et qu'il y a eu un mal jugé quelque part. La non-satisfaction de la population. Et puis, n'oublions pas que notre population est procéduriale aussi. Elle aime aller jusque même au niveau de la Cour suprême. C'est son droit. Mais... Et c'est le droit. Oui. Là, je suis tout à fait d'accord. Je voulais vraiment dire ça. C'est le droit. Mais il faut que, d'abord, nos magistrats aient cette conscience. Parce on nous a dit ailleurs, je sais, dans d'autres pays, le président de la Cour suprême est garant de la magistrature. Ce n'est pas pour autant dire que dans ces pays, certains que je connais, que Maître connaît, que la justice est équitable. Pas du tout. Le président même de la justice se plaignait. Et se plaignent. J'en ai vu en Tanzanie, Magufuli se plaindre. Et donc, ce qui est important d'abord, c'est la conscience de chacun. De rendre un jugement. De rendre un jugement équitable et juste. C'est ce que nous privilégions d'abord. Avant tout autre aspect. Et après, maintenant, mettre en place tous ces autres aspects que mes prédécesseurs avaient évoqués, évidemment. L'indépendance peut en suivre. Mais en ce moment, en tant qu'un père, on peut observer, se dire, est-ce que peux-je libérer celui-là et aller? Si vous vous rendez compte que même pour le minimum, parce qu'il faut faire le minimum pour que quelqu'un puisse se dire, voilà, je vous laisse le maximum. C'est notre considération. Qui nous intéresse, c'est la justice. Justice indépendante, justice équitable, justice juste. C'est ce qui nous intéresse. Justice juste, voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Marius Roussoumou, secrétaire général à CNDH, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également pour l'invitation. Merci. Merci à Maître Segatkoa, à vous aussi d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup, surtout de m'avoir invité aussi. Merci. Merci à vous. Nous remercions également Faustin Dikoman, directeur national de Parsem. Merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque. Merci de nous avoir invités, tout en invitant encore une fois le gouvernement à revoir les recommandations des États généraux de la justice. Il y a eu beaucoup de recommandations qui peuvent éclairer la trajectoire de réforme en profondeur de la justice. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.